Le papyrus égyptien Berlin 3027, également connu sous le nom moderne de livre de protection de la mère et de l'enfant, propose une prescription fort peu ragoûtante, consistant à faire manger à un enfant qui a des problèmes buccaux une souris cuite. De prime abord, on pourrait repousser ce concept écœurant pour son inefficacité évidente. Pourtant, cette préconisation fut reprise par un médecin grec, puis par un médecin algérien au XVIIe siècle, et plus fort encore, on la retrouve en Angleterre et au Pays de Galles au début du XXe siècle. Étant donné l'ampleur chronologique et géographique de cette prescription, le sujet méritait une enquête que j'ai publiée en 2014 dans la revue Archaeologia et que je vous livre dans cette vidéo. Certains égyptologues ont avancé l'hypothèse ou parfois affirmé que l'utilisation d'une souris comme médicament était extrêmement ancienne et qu'elle remontait à l'époque prédynastique, qui correspond à la période allant de 4500 à 2900 avant Jésus-Christ. Leur assertion s'appuie sur une découverte faite dans la nécropole de Naga Elder, une localité du sud du pays. L'égyptologue Grafton Elliot Smith indique avoir ainsi relevé dans certains corps desséchés d'enfants la présence occasionnelle de restes de souris dans les canaux alimentaires des enfants, dans des circonstances qui prouvent que le petit rongeur a été mangé après avoir été écorché. Aucune autre précision n'est faite. Nous ne savons donc pas combien d'enfants étaient concernés, ni de quelle manière l'identification de restes de souris fut établie avec une telle certitude. Toutefois, les corps des enfants n'ayant pas été momifiés mais desséchés naturellement, on peut exclure l'insertion de souris à l'occasion du procédé de momification. Par ailleurs, Grafton Elliot Smith paraît certain que les rongeurs n'étaient pas présents dans les corps suite à une intrusion post-mortem. Or, si des jeunes individus ont réellement ingéré un rongeur, ils n'ont pas pu avaler l'animal en entier en une seule fois, même écorché. Enfin, l'indication de l'anatomiste suggère également un fait effroyable, à savoir que les enfants auraient avalé des ossements du rongeur, seule possibilité d'identification de ces animaux. Si ces enfants ont réellement ingéré des souris à Naga Elder, ça ne leur a pas réussi puisqu'ils sont morts dans la foulée. L'égyptologue Albert Lithgow mentionne toujours dans le cimetière prédynastique de Naga Elder une découverte similaire, cette fois en rapport avec un homme adulte. À l'intérieur du pelvis était une masse de matière intestinale contenant des petits os, semblables à ceux d'une souris. Ces os, agglutinés à l'intérieur de cette matière, n'étaient pas endommagés, et les vertèbres et les dents de souris étaient certaines. Il est curieux que la mention de souris dans la première phrase soit suivie d'un point d'interrogation, sous-entendant que son identification n'est pas assurée, alors que dans la seconde phrase, la présence de vertèbres et de dents de souris est certifiée. Dans cette publication, au moins, il est clair que l'animal n'a pas été désossé avant d'être mangé. Ce sont peut-être les mêmes éléments qui ont amené à l'identification des souris dans les corps de quelques enfants de Naga Elder. Quoi qu'il en soit, si l'hypothèse d'un traitement médical faisant intervenir une souris doit effectivement être prise en considération, ne serait-ce que parce que des individus sont morts peu après, on ne peut en aucun cas affirmer, comme l'égyptologue Patricia Podzorski l'a fait, qu'il s'agisse d'une pratique médicale certifiée. Ni même qu'elle soit, selon l'égyptologue Warren Dawson, je cite, « la preuve attestée de l'usage médical de la souris en Égypte à une période qui, au calcul le plus bas possible, date de 6000 ans. » Enfin, la découverte de restes de vertèbres et de dents de souris agglutinées dans le corps d'un homme adulte affaiblit quelque peu la théorie
de l'utilisation ancestrale de souris dans le cas d'une affection infantile. Le livre de protection de la mère et de l'enfant fut rédigé au début du Nouvel Empire. Il rassemble un recueil de prescriptions destinées à protéger les mères et leurs enfants de toutes sortes de menaces consistant en maladies et en êtres surnaturels que l'on rendait responsables de ces maladies, à savoir les mauvais esprits, les revenants mal intentionnés ou les démons. Le chapitre L du papyrus propose la méthode suivante pour repousser l'affection séssémie, une affection à ce jour non identifiée, mais qui était en rapport avec la bouche, ainsi que nous l'indique le déterminatif, c'est-à-dire le hiéroglyphe muet qui terminait le mot et montre un homme assis portant la main à la bouche. Le texte comporte une première partie incantatoire, en partie lacunaire et un peu compliquée, que je ne détaillerai donc pas ici, et une seconde partie qui présente le rituel suivant à accomplir. On doit réciter cette formule pendant que l'on fait manger une souris cuite à cet enfant ou à sa mère. Ses ossements doivent être attachés à son cou avec une bande de lin fin et 7 nœuds doivent être noués. Le rituel consiste à réciter l'incantation en même temps que l'enfant ou sa mère mange une souris cuite. Toutefois, contrairement à l'interprétation de certains égyptologues, cet aliment fort particulier relevait non pas du domaine de la médecine, mais de celui de la magie. Car le passage précise bien, la souris doit être mangée pendant la récitation de la formule magique, ce qui n'est jamais le cas pour les prescriptions médicales lorsqu'elles sont associées à des charmes à prononcer. En outre, l'animal entier cuisiné n'est jamais mentionné dans les autres posologies thérapeutiques. Seule la graisse de souris peut être éventuellement utilisée comme ingrédient dans le cadre de certaines prescriptions. Enfin, le texte indique clairement que les ossements du rongeur devaient être précautionneusement prélevés et glissés dans un morceau de lin, lequel devait ensuite présenter 7 nœuds. Cette dernière procédure n'est jamais appliquée dans le cas d'un traitement médical où l'on préconise l'ingestion d'aliments divers. On ne peut donc parler ici de médicaments. Au 1er siècle de notre ère, Dioscoride, un médecin et pharmacologue grec, va pourtant faire cette erreur. Lorsqu'il rédige son Periules Iatriches, une œuvre en 5 volumes que l'on peut traduire par « à propos des plantes médicinales » et que l'on dénommera De Materia Medica en latin, il fait allusion à ce texte sans en comprendre la portée magique. On affirme en général que les souris rôties sèchent la salive dans la bouche des enfants qui les mangent. D'après les propos de Dioscoride, il est clair que la souris cuite a acquis un nouveau statut à la période romaine. Elle est désormais l'unique médicament préconisé pour soigner le problème buccal exprimé, à savoir une salivation vraisemblablement importante chez un sujet enfant. C'est le rapprochement entre l'utilisation de cette souris cuite dans la prescription de Dioscoride et le recours au rongeur cuit pour soigner le séssémie qui a permis à Warren Dawson de rapprocher les deux affections et de suggérer que le terme séssémie signifiait salivation excessive. À la fin du XVIIe siècle et à la suite de Dioscoride, un médecin algérien du nom de Abderrazak mentionne à son tour dans son ouvrage El Ashbab l'usage médical du rongeur pour traiter la salivation excessive des enfants. La souris habite les endroits déserts et les lieux cultivés, grillée et mangée. Elle arrête la bave de la salive des enfants. Alors, normalement, à ce stade, vous devriez halluciner autant que moi quand j'ai découvert ce texte. Et la question que l'on peut légitimement se poser est comment se fait-il qu'on continue à prescrire une souris à manger à des enfants qui bavent trop, alors qu'il est évident que ça ne pouvait pas fonctionner? La réponse est en fait simple et logique. Le Periules Iatriches de Dioscoride connut une postérité incroyable qui traversa les siècles. Son œuvre, traduite en latin, devint le célèbre De Materia Medica. Au XVIe siècle, elle fut traduite en perse et au XVIIe siècle, elle fut l'un des tout premiers ouvrages médicaux à avoir été traduit en arabe et en français. Qu'un praticien arabe ait mentionné cette prescription à cette époque ne doit donc pas nous étonner,
puisque son ouvrage était très populaire dans le monde arabe. La seule différence avec la version de Dioscoride, vraisemblablement une adaptation arabe, est le fait qu'Abdelrazak ait préconisé de faire manger aux enfants une souris non plus bouillie, mais grillée. Des témoignages de cette pratique pour le moins inhabituelle sont également signalés par l'égyptologue Warren Dawson dans les campagnes du Royaume-Uni au début du XXe siècle. J'ai trouvé des exemples à travers toute l'Angleterre et le pays de Galles. Elle est généralement écorchée, frite ou bouillie, ou présentée en tarte, et donnée aux enfants qui souffrent d'incontinence de la vessie, de salivation excessive ou de la coqueluche. Présentée comme un remède capable d'agir sur plusieurs affections fort différentes, la souris semblait faire des miracles. J'avoue qu'à ce stade, je suis quand même allée faire des recherches du côté de la médecine chinoise pour savoir s'ils avaient eu aussi l'idée d'utiliser le rongeur pour ce type de problème. Mais non. Par contre, la souris au menu se rencontre au Vietnam, au Mozambique, en Zambie, au Ghana et en Inde. Et j'ai même découvert une info que j'aurais préféré ne jamais savoir. En Chine, on prépare de la liqueur de souris en faisant macérer des bébés souris dans de l'alcool. Bon, je suis sympa avec vous, car pour le coup, j'ai vu des images horribles et je vous les épargne. Alors, revenons à notre histoire de souris cuite anglaise et son lien avec la souris égyptienne. En fait, l'explication est logique. Que la prescription, qui évoque son usage à visée médicale, soit parvenue à l'époque romaine, alors qu'elle avait été consignée il y a plus de 1000 ans en arrière, pourquoi pas? Les papyrus médicaux magiques étaient recopiés pour bénéficier au plus grand nombre, donc il n'y a rien d'étonnant à ce que Dioscoride en ait eu connaissance. Par contre, à son époque, le médecin grec interprète mal la prescription et la considère uniquement par le prisme médical, alors qu'il s'agissait initialement d'un rituel magique. Et ça change tout, car un médicament qui ne fait jamais effet finira par tomber aux oubliettes. Mais il en ira différemment avec une prescription magique, car divers facteurs peuvent être rendus responsables de son inefficacité. Il a été mal fait, les dieux n'étaient pas favorables, l'entité surnaturelle à l'origine du problème était particulièrement puissante. Donc, même en cas d'échec, l'efficience du traitement n'était pas remise en question. Dioscoride, peu familier des coutumes et rituels égyptiens, présente donc la souris cuite comme l'ingrédient essentiel permettant de venir à bout de soucis de salivation excessive chez les enfants. On l'a vu, retrouver cette prescription médicale en Algérie au XVIIe siècle s'explique tout aussi facilement. L'œuvre du médecin grec étant particulièrement populaire, elle est traduite à cette époque en arabe et Abdelrazak reprend à son compte le procédé médical. Lorsque l'on étudie les affections soignées par la souris frite, bouillie ou cuisinée en tarte au Royaume-Uni, un indice montre que le lien avec le rituel égyptien est évident. Cet indice n'est pas en rapport avec la salivation excessive des enfants, mais avec le problème d'incontinence urinaire, car ce diagnostic et ce traitement sont tout droit sortis du livre Histoire naturelle de Pline l'Ancien, un naturaliste romain qui vécut au 1er siècle et mourut des gaz toxiques émanant du Vésuve. Voici ce qu'il préconisait alors. On arrête l'incontinence d'urine chez les enfants en leur faisant manger des rats bouillis. Les exemples recensés par Warren Dawson montrent donc que la souris fut utilisée dans le pays selon les croyances des Égyptiens, avec la salivation excessive, mais aussi des Romains, avec l'incontinence urinaire. Quant au troisième mâle, il s'agit probablement d'une variante anglaise, ajoutée postérieurement aux deux autres, de même que la préparation des souris a varié au fil du temps. Grillées, rôties, frites, bouillies ou encore en tarte. Si nos amis les Anglais se distinguent occasionnellement par leur originalité, nos amis les Belges peuvent aussi se montrer surprenants. Je tiens à remercier ici mon amie Anne-Marie Noël-Simon qui m'a appris, suite à la publication de mon article, que la prescription de Pline l'Ancien se rencontrait dans l'ouvrage La médecine sans médecin, dictionnaire de remèdes populaires, études de folklore, paru en 1933. Incontinence d'urine. Manger une souris rôtie ou la membrane intérieure de l'estomac d'une poule.
ou la peau avec le poil d'une taupe séchée et pulvérisée. Cataplasme de vessie de porc réduit en bouillie. Cette dernière partie ne concerne pas un problème de salivation, mais l'anecdote était tellement horrible que je n'ai pas résisté au plaisir de la partager avec vous. En conclusion, la souris de la prescription du papyrus Berlin 3027 n'a jamais été utilisée comme médicament pour venir à bout d'une affection infantile buccale. S'agissait-il d'ailleurs de la salivation excessive évoquée par Dioscoride? C'est possible, mais non assuré. En effet, chez les enfants, l'hypersalivation accompagne très souvent l'éruption des premières dents, une période particulièrement douloureuse pour les nourrissons. Peut-être le terme cécémie est-il tout simplement en rapport avec la douleur provoquée par l'apparition des premières dents et non avec le symptôme occasionné. Quoi qu'il en soit, une erreur de compréhension antique a entraîné la pérennité et la popularité de l'usage de recourir à la souris comme médicament, non seulement à travers le temps, mais aussi les continents. Si tu toquais l'Antiquité, t'as qu'à liker tout en qu'à tube.